Un traitement choc pour stopper l'hémorragie. On est tanné, on veut que ça change. Pendant que d'autres infirmières quittent le navire, J'ai décidé de partir, j'étais épuisée. Il va y avoir des démissions en masse. Québec dévoile son plan pour les retenir et les ramener. Ça prend un horaire régulier. Les manifestants anti-vaccins, eux, devront s'éloigner. Ma patience a atteint sa limite. Foutez la paix à nos enfants. Une loi spéciale pour restreindre leur présence autour des écoles ou des hôpitaux. Le cauchemar des parents, un nez qui coule. On va le faire tester pour une deuxième fois ce mois-ci. Manquer 2 jours par 2 semaines, on commence par commencer à trouver cette offre. Les rangs d'élèves ne sont plus seulement dans les classes, mais aussi dans les centres de dépistage. Et un rêve qui s'écroule, des milliers d'immigrants haïtiens acculés au pied du mur américain. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur. Bienvenue au Radio-Journal. La 4e vague de la pandémie se fait ressentir dans les hôpitaux un peu partout au pays. Le système de santé publique est sous pression, des urgences débordent, le personnel est épuisé et le Québec n'y échappe pas. Arrêter le temps supplémentaire obligatoire, oui, ça peut donner le vertige. Donner des postes stables sur un centre d'activité, arrêter de déplacer les gens, donnez-leur des horaires de travail stables. On vient d'entendre la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Nancy Bédard, qui affirme que le gouvernement Legault doit présenter un plan solide s'il veut réussir à combler le manque de personnel infirmier dans le réseau public de la province. D'ailleurs, c'est cet après-midi que le ministre de la Santé va justement présenter les détails de ce plan. On en parle avec Martine Biron à Québec. La pression est forte pour le ministre et les attentes sont très élevées. Oui, les attentes sont élevées parce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a placé la barre haut en promettant qu'il n'y aurait pas de bris de service. Alors, son projet, c'est de séduire rapidement des milliers d'infirmières qui ont choisi la retraite ou le travail au privé parce que c'est plus payant et parce que les horaires sont plus stables. Québec n'a donc pas vraiment le choix que de leur donner exactement le même traitement qu'au privé et peut-être même plus, ce qui sous-entend mettre fin au système des heures supplémentaires obligatoires. Mais c'est une chose de faire des annonces et c'en est une autre de voir le plan se concrétiser sur le champ. La baguette magique, on l'a vu, n'existe pas dans le réseau de la santé. On n'a qu'à penser aux conventions collectives conclues l'été dernier. Elles sont généreuses, mais on estime que mettre en application les nouvelles mesures pourrait prendre jusqu'à 1 an. Ça va être une grosse journée, Martine, à Québec, parce que c'est également aujourd'hui qu'on va connaître le projet de loi pour limiter les manifestations anti-vaccins autour des écoles, des hôpitaux. Tout le monde est d'accord avec l'idée de protéger les enfants et les travailleurs de la santé qui sont intimidés par des manifestants contre les mesures sanitaires. Mais comment est-ce que le gouvernement va le faire? Jusqu'où il ira pour préserver le droit de manifester? On le saura ce matin. Mais il y a aussi un enjeu politique parce que le gouvernement pousse dans les câbles le Parti conservateur d'Éric Duhaime, alors que pour adopter rapidement son projet de loi, il y a besoin du consentement unanime des parlementaires. Donc, si M. Duhaime refuse de consentir, il conforte sa base électorale anti-vaccin, mais du coup, il fait un énorme cadeau à François Legault qui pourra l'accuser d'avoir permis qu'on continue d'intimider des enfants. Merci, Martine. Bonne journée. Toujours au Québec, l'achalandage a repris de plus belle dans les centres de dépistage de la COVID-19. Quelques semaines après la rentrée scolaire, c'est le retour des files d'attente. Certains enfants ont déjà dû se faire tester à plusieurs reprises depuis le mois d'août et des parents commencent à perdre patience. Le reportage de Vincent Rességuier. Dans ce centre de dépistage de l'Est de Montréal, des dizaines de parents sont là pour faire tester leurs enfants. La plupart ont développé des symptômes de la COVID. C'est le cas d'Étienne, 4 ans, accompagné par sa maman, Stéphanie Cadeau. Aujourd'hui, on va le faire tester pour une deuxième fois ce mois-ci parce que malheureusement, il attrape sûrement un rhume. Il y a la toux. Alors, la garderie sont clairs là-dessus. C'est dès qu'il tousse un peu trop longtemps et il l'exclut. Le premier test, il y a 2 semaines, s'est révélé négatif. Et ça dure comme ça toute l'année. Je suis obligée d'abandonner mes études. Je vais sûrement penser peut-être à même démissionner de mon travail parce qu'à manquer 2 jours par 2 semaines, on commence par commencer à trouver cette offre-là. Dans la file d'attente, en quelques minutes, nous rencontrons plusieurs parents inquiets parce que les rhumes saisonniers sont très présents à l'heure actuelle. Ce que confirme le pédiatre Antonio D'Angelo, chef de l'urgence de l'hôpital Sainte-Justine. On voit beaucoup d'enfants enrhumés et beaucoup de bronchiolite et de laryngite. Des maladies bien connues et qui pour les enfants sont souvent plus redoutables que la COVID. On est très chanceux en termes de COVID. On n'a pas eu beaucoup de cas très graves. Non, ce qu'on hospitalise présentement, c'est vraiment beaucoup des cas respiratoires avec le virus respiratoire syncytial. Les enfants ont des détresses respiratoires qui nécessitent une visite à l'urgence et même une hospitalisation. Et selon lui, le pire est à venir dans les prochaines semaines.
Ici Vincent Rességuier, Radio-Canada, Montréal. En Alberta, maintenant, la crise sanitaire qui frappe la province devient chaque jour de plus en plus politique. Alors que les patients atteints de la COVID s'entassent dans les hôpitaux, la grogne s'intensifie contre le premier ministre Jason Kenney dans les rangs conservateurs. Ses députés sont plus divisés que jamais sur sa gestion de la pandémie et son leadership. Réunis en caucus hier, certains de ces députés ont même jonglé avec l'idée de soumettre le premier ministre à une motion de non-confiance. Stéphanie Rousseau a plus de détails. Des sources ont confirmé à Radio-Canada qu'une motion de défiance avait bel et bien été déposée puis retirée contre Jason Kenney mercredi lors d'une réunion du caucus du Parti conservateur uni. Une lettre a aussi été envoyée aux membres du parti leur annonçant qu'un vote de confiance envers le premier ministre, qui devait normalement avoir lieu à l'automne 2022, allait être devancé au printemps prochain. La grogne monte depuis un moment contre Jason Kenney. Mardi, un des 4 vice-présidents du Parti conservateur uni a appelé ouvertement à sa démission. Joel Mullen estime que le leadership du premier ministre a été entaché par la pandémie. Open for good, or should I say, I swear to God, open for good. Selon lui, Jason Kenney a créé de faux espoirs en levant les restrictions pour la COVID-19 au début juillet. Joel Mullen estime également qu'en remplaçant le ministre de la Santé mardi, Jason Kenney a tenté de détourner le blâme. Et il reproche au premier ministre d'avoir fait volte-face en introduisant une forme de passeport sanitaire après avoir dit qu'il ne le ferait pas. Ici, Stéphanie Rousseau, Radio-Canada, Calgary. Je reçois ça comme étant tout un honneur. Je promets d'être là pour vous et de vous rendre fiers. Celui que vous venez d'entendre, c'est le bloquiste René Villemur. C'est lui qui a finalement remporté l'élection dans Trois-Rivières, une des batailles électorales les plus serrées au pays. C'est le dépouillement du vote postal qui a permis de trancher. Le bloquiste a terminé devant son adversaire conservateur Yves Lévesque grâce à une majorité de seulement 93 voix. Ailleurs au pays, des centaines de milliers d'électeurs n'ont toujours pas de députés tant les résultats sont serrés. On attend toujours l'issue du vote dans 7 circonscriptions. Au Nouveau-Brunswick, le premier ministre fait volte-face et se dit maintenant ouvert à conclure une entente avec Ottawa sur le programme des garderies à 10 $ par jour. Blaine Higgs affirmait auparavant que ce système pan-canadien promis par les libéraux n'était qu'une manière de séduire l'électorat des grands centres comme Toronto. Le premier ministre de l'Ontario a d'ailleurs lui aussi affirmé vouloir conclure une entente sur les services de garde avec le gouvernement fédéral. Aux États-Unis. Des migrants qui dorment par milliers à même le sol, des femmes qui accouchent sous un pont, des conditions de vie insalubres. La crise frontalière s'est transformée en crise humanitaire au Texas. Les images de policiers à cheval qui foncent sur des familles pour les repousser vers le Mexique ont fait le tour du monde et l'administration Biden est fortement critiquée. Les précisions de Karine Matteux. Des hommes et des femmes avec leurs enfants sur le dos, ils sont des milliers à traverser à pied la rivière qui sépare le Mexique et le Texas. Personne ne veut quitter son pays pour aller vivre ailleurs, dit cet homme. Nous sommes ici parce que nous voulons une meilleure vie. Ces migrants sont la plupart des Haïtiens qui ont quitté l'île il y a 10 ans lors du tremblement de terre et qui travaillent depuis un peu partout en Amérique du Sud. Mais avec la pandémie, ils n'y parviennent plus. Ils tentent leur chance aux États-Unis. Mais à Del Rio, ils ne sont pas les bienvenus. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Nous arrêtons et emprisonnons tous ceux qui traversent la frontière illégalement. Le message est clair, dit-il. Le gouverneur affirme devoir agir parce que le président américain ne fait rien. Des centaines d'agents ont été déployés à la frontière. Une barrière de métal a été installée. Des images montrant des gardes frontières sur des chevaux qui frappent les migrants pour les repousser ont suscité l'indignation. Le président Joe Biden est aussi critiqué par son propre parti pour sa gestion de la crise. Il a autorisé l'expulsion de ces migrants vers Haïti. Des démocrates jugent cette mesure inhumaine. Ici Karine Matteux, Radio-Canada, Montréal. En terminant, sur la scène culturelle. L'autrice, compositrice, interprète Claude Pelgag, avec son album Notre-Dame des 7 douleurs, domine les nominations au prochain gala de la Disque, la grande fête de la musique québécoise. Elle apparaît dans 16 catégories. Parmi les autres finalistes, Charlotte Cardin récolte 10 nominations. Le ciel est au plancher, le ciel est tellement bas que si je lève le bras... Louis-Jean Cormier, que l'on entend, suit avec 9 nominations. Les Cowboys fringants en comptent 7 et Fouki 6. Le 43e gala de la Disque, animé par Louis-José Hood, sera diffusé à Radio-Canada le 7 novembre prochain.
C'était le Radio Journal. Ici Mathieu Bellumeur au nom de toute l'équipe. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée.